Bonjour à tous, je suis Véronique Mounier, pharmacienne et journaliste santé. Je suis ravie de vous accueillir ici en direct de l'IRCAD à Strasbourg pour le lancement de l'expérimentation Aquadome Picto, autorisée au titre de l'article 51 en région Grand Est. Alors un lancement très attendu qui préfigure des bouleversements que devrait connaître dans les prochaines années la prise en charge des patients en France et en particulier dans le domaine de la cancérologie. Alors j'aurai la chance d'être très bien entourée ce soir pour débattre de ce sujet puisque tous les invités, tous les acteurs, surtout essentiels de cette expérimentation en région Grand Est, ont répondu à notre invitation et vous verrez qu'ils sont nombreux. Alors avant de leur donner la parole, voici tout de suite le programme de cette émission. Dans une première partie, nous évoquerons la stratégie et les enjeux liés à cette innovation organisationnelle avec M. Frédéric Remet, directeur général adjoint de l'ARS Grand Est, M. Maxime Rouchon, directeur du CPM Bas-Rhin, Mme Natacha Lemaire, qui est rapporteure générale au ministère de la Santé, Mme Véronique Guillotin, sénatrice de Meurthe-et-Moselle, M. Maxime Puton, chef de département à l'INCAV, Mme Laure Guéroult-Acolas, fondatrice de l'association Patients en Réseau, et le professeur Ayav, président du réseau Néon. Voilà, ça fait du monde. Et puis en deuxième partie, nous parlerons plus spécifiquement du dispositif Aquadome Picto, dans le cadre de l'article 51, à travers des témoignages de coporteurs, des témoignages de patients, de pharmaciens, d'oncologues, sans oublier bien sûr d'aborder la place du numérique dans ces parcours de soins avec l'application Continuum Plus. Enfin, nous avons voulu cet événement le plus interactif possible, donc surtout n'hésitez pas à nous poser vos questions tout au long de cette émission. C'est très simple, vous avez juste à les écrire directement sur le chat qui se trouve en bas de votre écran. Voilà, et puis je me ferai un plaisir bien sûr de relayer ces questions à mes invités. Nous aurons des sessions de questions-réponses à la fin de chacune de ces grandes parties. Mais tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Remet, qui est directeur général adjoint de l'ARS Grand Est, et monsieur Maxime Rouchon, qui est directeur du CPM Bas-Rhin. Bonsoir à tous les deux. Alors monsieur Remet, vous êtes en direct de l'ARS, donc merci d'être avec nous, et monsieur Rouchon, vous êtes avec nous sur le plateau. Bonsoir. Merci en tout cas d'être venu jusqu'ici. Alors quelle est la place de l'innovation en matière de santé en région Grand Est? Quel est le rôle de l'ARS dans cet article 51? Et puis quels changements concrets pour la CNAM? Autant de questions que nous avions envie de vous poser ce soir, messieurs. Donc à vous la parole. Monsieur Remet, c'est vous qui commencez dans votre duo qui je crois est bien rodé à tous les deux. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir pour le lancement officiel de cette expérimentation. Et je tiens à remercier l'ensemble des porteurs du projet, et en particulier le réseau régional de cancérologie du Grand Est, Néon, et la société Continuum Plus pour l'organisation de cette soirée. Peut-être en quelques mots pour lancer le débat, rappeler le contexte général dans lequel s'inscrit cette expérimentation. Les modalités d'accompagnement de l'innovation en région, et notamment la place de ce fameux article 51 que connaissent bien les initiés maintenant, qui est un levier très concret et opérationnel dans notre région. Alors, vous savez, notre système de santé fait face à des défis majeurs. D'abord, on va dire une transition épidémiologique, en sens où on a une modification des schémas de cause et d'essai, avec une progression des maladies chroniques non transmissibles, une baisse globale des taux de mortalité, qui nous invite à repenser notre prise en charge, le vieillissement de la population, bien sûr, les inégalités sociales et d'accès à l'offre. C'est une préoccupation majeure que la crise pandémique que nous traversons a particulièrement mis en évidence. On le savait et on le voit de façon encore plus forte et peut-être accrue au cours de cette crise. Et puis, bien évidemment, la soutenabilité financière et l'efficience du système de santé, c'est-à-dire notre capacité à utiliser la richesse nationale au mieux pour faire les bons soins au bon endroit, les bonnes actions de prévention au bénéfice de nos concitoyens. Alors, on voit bien que pour répondre à ces défis, il faut faire évoluer notre système de santé, se remettre en cause en permanence. Là-dessus, je crois que la période que nous vivons
est propice aux remises en cause. Elle a été dramatique, cette période, mais il faut toujours, on va dire, voir les aspects positifs. Je crois qu'elle montre l'importance de pouvoir travailler autrement, et elle ne fait que conforter finalement la philosophie de l'innovation telle que nous la portons ensemble, hein, avec nos partenaires, avec l'assurance maladie en particulier, et le conseil régional dans la région, au bénéfice des patients et de façon plus générale des usagers du système de santé. Il nous faut penser davantage en termes de parcours, en termes de pertinence, en termes d'exercice coordonné et en termes de gradation de l'offre de soins, et également faire évoluer les modalités de financement pour sortir de logiques, on va dire, anciennes, mais dont on voit qu'elles touchent leurs limites quand il s'agit de répondre aux objectifs que je viens d'évoquer. Alors, l'innovation est au cœur de cette transformation. Elle doit nous permettre de trouver de nouvelles solutions à nos problématiques actuelles, tant sur les modalités d'organisation que sur les conditions de leur financement. Et le rôle de l'ARS, en partenariat en particulier étroit avec l'assurance maladie, et Maxime Brouchon aura l'occasion de le développer. On travaille vraiment main dans la main sur ces sujets, et je souligne l'excellence du partenariat en Grand Est sur ces questions. Notre rôle, c'est d'impulser et d'encourager la mobilisation des acteurs, de les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets, d'évaluer aussi, bien sûr, de capitaliser et de valoriser l'initiative des territoires propre à répondre aux enjeux et aux défis de notre système de santé. C'est peut-être une nouvelle posture des pouvoirs publics au sens large, en tout cas de l'ARS, et je reprendrai les propos de notre directrice générale, Virginie Quéré, qui malheureusement ne pouvait pas être parmi nous ce soir, mais qui m'a demandé de vous transmettre toutes ces salutations. C'est d'avoir une ARS porteuse de solutions et facilitatrice, accompagnatrice des innovations de terrain. Je crois aussi que c'est un des grands enseignements de la crise, de montrer que les acteurs de terrain sont capables d'une grande résilience et d'une grande capacité d'adaptation et d'innovation. À nous de les accompagner, à nous d'essayer de proposer des solutions quand on nous fait remonter des difficultés, mais à nous également d'évaluer et à nous de diffuser les bonnes pratiques quand elles sont avérées. Donc, peut-être d'un point de vue, on essaie d'avoir une approche très pragmatique de l'innovation au Grand Est, et cette approche pragmatique, elle se traduit par la comitologie que nous avons mise en place, qui permettent une convergence des soutiens apportés aux différents projets d'innovation, à une comitologie donc, qui n'est pas seulement ARS Assurance Maladie, mais qui associe également le conseil régional et la préfecture de région, donc tous les autres services de l'État à travers elle, à ce dispositif. Et le partenariat avec le conseil régional est extrêmement important aussi pour qu'on soit rassemblés, et encore une fois pour que on va dire, les constructions institutionnelles et parfois, j'ose le dire, les complexités institutionnelles ne soient pas un frein à l'innovation, mais au contraire qu'on puisse créer des synergies entre nous, notamment en termes de financement au soutien de l'innovation. Alors, je l'ai dit, les 2 années qui viennent de s'écouler ont été très, très particulières, hein, avec l'émergence de cette pandémie qui a bouleversé notre système de santé. Pour autant, l'innovation et l'émergence de projets innovants n'a pas cessé, bien au contraire, et nous avons pu continuer à accompagner des projets innovants. Alors, au niveau national, je laisserai peut-être le soin tout à l'heure à Natacha Lemaire, que je salue, de donner quelques données chiffrées et de développer ce point, mais peut-être pour vous dire en Grand Est ce que ça représente, c'est au titre de l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, donc un dispositif qui désormais
pris son essor, ce sont 24 expérimentations à l'heure actuelle qui sont autorisées et en cours de déploiement dans une très grande variété de domaines qui vont de l'amélioration de la prise en charge de nos aînés aux addictions, en passant par la santé mentale, la périnatalité, le diabète, la prise en charge médicamenteuse et le lien ville-hôpital, ou encore le cancer, pour l'expérimentation qui nous réunit aujourd'hui. Tous les territoires du Grand Est sont concernés, c'est un point auquel on est très attentif. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les enjeux l'égal accès aux soins, c'est aussi l'égal accès à l'innovation, c'est un point important. Et les porteurs de projets publics et privés sont tous invités à contribuer à ces projets innovants. Alors, on se réjouit au titre de l'article 51 d'être plutôt une région en tête de peloton, pour prendre une métaphore sportive, et on s'efforcera de continuer, et grâce notamment aux synergies que j'évoquais tout à l'heure entre les différents partenaires institutionnels, on entend bien continuer. Mais au-delà de ce dispositif de l'article 51, qui a été un vrai catalyseur, il faut le souligner, nous avons vu l'émergence d'autres projets innovants, non dérogatoires, dont on ne relevant pas de ce dispositif de l'article 51, dispositif projet innovant à l'initiative des acteurs en santé que nous avons pu également, avec l'assurance maladie, accompagner. Et pour l'année dernière, nous comptons 10 projets innovants non dérogatoires accompagnés au titre de l'innovation. Au total, l'engagement de l'ARS en 2021, pour vous donner un ordre de grandeur, sur les projets innovants, article 51 et hors article 51, c'est un montant de près de 3 millions d'euros sur notre fonds d'intervention régional. Donc 3 millions d'euros pour la seule année 2021, et cet engagement va se poursuivre. Donc, un webinaire comme celui qui nous rassemble ce soir témoigne de notre engagement collectif à répondre aux besoins des professionnels et des citoyens, et il contribue à échanger, à partager des solutions innovantes au bénéfice des usagers. Alors peut-être quelques mots sur ce qu'on attend de ce projet Aquadome Picto, qui recouvre des enjeux et des ambitions fortes. C'est une expérimentation ambitieuse à plusieurs titres. D'abord par son volume et son dimensionnement, puisque nous avons 16 établissements expérimentateurs engagés de tout statut et sur toute la région. Elle est ambitieuse aussi, cette expérimentation, dans le pari qu'elle fait d'avoir un modèle vertueux et collaboratif, public-privé, ville-hôpital. Elle est ambitieuse également par ses objectifs de renforcement de l'accompagnement des patients atteints de cancer, de sécurisation des parcours à domicile. Et je voudrais à cet égard souligner que cette expérimentation porte vraiment des valeurs qui sont celles que nous souhaitons soutenir. Et la valorisation de chaque professionnel dans son métier, c'est un point essentiel, et le patient au cœur de la prise en charge, dans le respect de sa vie quotidienne. Et sur ce point, je tiens à souligner le coportage du projet par l'association Patients en Réseau, représentée par sa fondatrice qui est sur le plateau et qui interviendra tout à l'heure, témoigne de cette place et de cet accompagnement qu'on souhaite essentiel. Merci beaucoup, Monsieur Remet. Voilà. Merci encore. On va passer la parole maintenant à Monsieur Rouchon, qui est directeur du CPM Bas-Rhin. Monsieur Rouchon, on vous écoute. Oui, alors, bon, pour l'assurance maladie, on est en complémentarité. C'est vrai que sur la région Grand Est, on aborde tous ces sujets de front ensemble. Donc, je vais simplement rappeler, c'est l'article 51, l'ambition, c'est bien de travailler à des prises en charge de qualité. Et pour ça, de déroger au droit commun. Le droit commun, parfois, il est très orthodoxe, très normé, et il empêche parfois des initiatives. Et donc l'article 51, il permet un peu de s'affranchir de tout ça, que ce soit sur les modalités d'organisation, sur le recours à certaines thérapies, sur les modalités de financement, de partage des coûts entre les personnes. Et pour l'assurance maladie, qui est le financeur social, on va dire, c'est vrai qu'il y a
perspectives qui s'ouvrent à travers cet article 51, puisque en termes de rémunération ou de financement des expérimentations qui ont lieu dans le cadre de cet article, on va dire on a à peu près trois grandes familles. On va avoir des financements à l'épisode de soins ou au parcours, où là c'est un forfait qu'il va falloir ensuite partager entre les différents intervenants. On va avoir des forfaits ou des rémunérations dites par variable, où il y a une forme de valorisation du résultat attendu, alors que ce soit sur le plan de la qualité ou la qualité ramenée au coût, ce qu'on appelle la performance. Et puis un troisième type de dérogation au mode de financement, ça va être un financement à la population ou à la capitation, donc c'est soit sur un territoire de vie, un bassin de vie, soit sur une catégorie de personnes qui peut-être a une pathologie. Donc voilà, ça c'est les trois modes qui aujourd'hui disruptent, comme on dit, par rapport à notre traditionnel financement à l'acte, hein, puisque du coup c'est vrai que pour l'assurance maladie, le règlement des actes ne garantit pas forcément une réflexion autour de la qualité de la prise en charge, autour de la coordination des acteurs, et c'est des sujets sur lesquels on est très mobilisé parce qu'en effet, comme le disait Frédéric tout à l'heure, l'ambition, encore une fois, hein, c'est vraiment d'améliorer la prise en charge des patients sur l'ensemble des territoires avec une visibilité ou en tout cas une stratégie qui est aussi d'être attentif à l'égalité, en tout cas le fait que il n'y ait pas d'inégalité territoriale dans l'accès aux soins et aux différentes organisations qui se mettent en place. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que nous aurons des questions tout à l'heure sur ce sujet. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que c'est vous, l'ARS, qui avez marié Aquadome et Picto. Donc, c'est un mariage arrangé, mais finalement un mariage plutôt heureux. Non. Bon, merci à tous les deux, en tout cas. Je vous propose maintenant d'accueillir Natacha Lemaire, rapporteure générale pour le dispositif article 51 au ministère de la Santé. Madame Lemaire qui est en direct avec nous. Bonjour. Bonjour. Enfin, bonsoir, plutôt, c'est vrai qu'il est assez tard même. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Alors je pense que pour tous ceux qui nous regardent ce soir, je pense que tous ceux qui nous regardent ce soir ne connaissent pas forcément en détail ce fameux article 51. Alors est-ce que déjà vous pouvez nous rappeler les objectifs et les ambitions de ce dispositif ? Oui, alors je vais compléter parce que Frédéric et Monsieur Rochon ont déjà un peu décrit le dispositif. L'objectif premier, c'est de pouvoir tester tous les mots-comptes en vie réelle, des nouvelles organisations et ou des nouveaux modèles de financement, dans l'objectif d'améliorer les parcours de santé. L'originalité du dispositif vient de sa grande ouverture à tous les acteurs, toutes les parties prenantes du système de santé qui peuvent proposer et déposer un projet. C'est aussi ouvert en termes de périmètre, parce que c'est l'ensemble du champ de la santé, y compris le médico-social. Un des aspects extrêmement, j'allais dire original, mais aussi précieux et différenciant est le dispositif d'évaluation qui est complètement hors norme. Excusez-moi, Madame Lemaire, est-ce que vous pourriez un tout petit peu écarter le micro de votre bouche ? Parce que du coup, ça fait des petits frottements. Voilà, c'est super, je pense qu'on vous entendra mieux. C'est à vous, excusez-moi de vous avoir interrompu. Ah, alors là, le problème, c'est que là, on vous entend plus assez. Je suis désolée. Allez-y. Alors, je vais essayer. Là, c'est pas mal. Là, c'est bien. Voilà. Donc, là, c'est super. Merci. Non, je vous en prie. Donc, je disais que le dispositif d'évaluation était assez hors norme et dans le champ de la santé, même au-delà, dans la mesure où chaque expérimentation autorisée fait l'objet d'une évaluation externe. Le dispositif en lui-même, il est extrêmement plastique dans la mesure où il permet d'intégrer, de suivre et d'évaluer des expérimentations de taille et d'objets extrêmement variés. Donc, on a des petites expérimentations, par exemple, à l'échelle d'une maison de santé pluriprofessionnelle, donc d'un morceau de territoire, aussi bien que des expérimentations qui concernent une dizaine de régions et des dizaines d'expérimentateurs. L'objectif, la finalité, ce n'est pas d'expérimenter pour expérimenter. La finalité, c'est de contribuer à la transformation de notre système de santé. Et je terminerai cette vue un peu d'ensemble, cette photographie d'ensemble,
par le fait de dire, vous le voyez, mais je voudrais le souligner, hein, que c'est un dispositif partenarial entre l'État et l'assurance maladie. Vous en avez la preuve en région Grand Est. C'est également le cas à l'échelon national entre le ministère et la Caisse nationale d'assurance maladie. Et c'est aussi partenarial entre l'échelon régional et national. Donc c'est un croisement à tout niveau. Ça en fait un dispositif conjoint assez unique, on va dire, dans le paysage. Et combien de projets vous ont été adressés depuis la promulgation de cet article 51? Je crois que c'est en 2018, hein, c'est ça? Oui, alors ça fait donc on a 4 ans. On va fêter, on va souffler notre 5e bougie bientôt. Déposer, si on compte tous les projets déposés, on doit avoisiner on est en train de finaliser notre comptage fin 2021, donc c'est pas tout à fait stabilisé, mais on est autour de 1000 projets. 1000 projets, d'accord. Voilà, déposés, sachant que, comme je voulais préciser, le dispositif adresse exclusivement des innovations organisationnelles et que dans ce qui nous est soumis, on a pas mal d'innovations qui sont uniquement des innovations technologiques qu'on ne peut pas prendre en tant que telles, ou des projets de recherche. Enfin, voilà, on a aussi des projets qui ne sont pas éligibles immédiatement. Et donc, dans les projets autorisés, donc notre portefeuille de projets qui sont en cours de mise en œuvre, plus ou moins avancés, on en a à date 116. Voilà, Aquadome. Donc 116 qui ont eu l'accord du CETIS, en fait, c'est ça? C'est ça. D'accord. C'est ça, et qui ont été autorisés. Oui, pardon. Pardon, et en cancérologie, il y a combien de... Vous savez un peu plus Alors, combien... en cancérologie, oui, tout à fait. On en a 11, sachant que dans les 11, donc ça fait 10% à peu près, hein, dans les 11, il y en a 8 qui traitent exclusivement de la cancéro et 4 où c'est des maladies chroniques, dont la cancérologie. Dont la cancéro. Dont le cancer, voilà, exactement. Alors justement, quelles spécificités ont permis au dispositif Aquadome Picto d'être agréé par le CETIS? Parce que d'après mes informations, il était en lice avec un autre projet qui, lui, était d'envergure nationale, avec un budget, un nombre de patients plus important. On aurait pu imaginer que seul ce projet aurait été retenu? Alors, peut-être plusieurs éléments de réponse à votre question. On va dire, thématique. On n'est pas dans la recherche du seul projet, de manière générale. Hein. On a 10 projets sur l'obésité. Donc, le fait d'avoir un projet sur une prise en charge donnée ne suffit pas, on va dire, à la saturer. Vous avez raison de souligner que les projets Aquadome Picto et Oncolink étaient proches. Cela étant, ils ne sont pas tout à fait similaires et équivalents. Un premier point pour Aquadome Picto est le soutien indéfectible de l'ARS et de la CEPAM du Bas-Rhin, qui a quand même beaucoup joué dans l'instruction et dans le fait que ça a pu déboucher. Hein, et... Je vois Monsieur Rochon qui sourit. Et voilà, le process d'instruction est un peu long, mais voilà, tout le monde reconnaîtra la patte des sponsors, on va dire, institutionnels. Et puis, dans le projet lui-même, il y a plusieurs choses qui nous ont intéressés. Donc, le fait que ça soit à l'échelle d'une région entière, avec un maillage intéressant qui traite aussi de la proximité, hein, donc dans son versant établissement de santé, hôpital. Le portage aussi était intéressant. Alors, on a des établissements de santé, bien sûr, mais aussi des patients, vous l'avez souligné, et des partenariats qui étaient aussi intéressants avec l'éditeur, avec la solution Continuum Plus, les laboratoires et l'URPS de pharmacie. Donc, ça a donné une surface au projet importante. Ensuite, en termes de modélisation, le fait qu'il y ait, ça a été cité aussi, un modèle de financement avec une prise en charge graduée et une part variable. Donc ça nous intéresse aussi de tester ce type de modèle assez ambitieux. Hein. C'est compliqué à mettre en œuvre, donc ça va être très intéressant à suivre. Et le fait que dans ce que l'on va regarder, on va aussi regarder les résultats pour les patients.
c'est aussi une dimension que l'on souhaite, voilà, de manière générale, développer dans les projets article 51. Et donc, tout ce que je décris là, plus la solution numérique sur l'ensemble du projet, hein, on colline qu'il y a une solution, il y a des solutions numériques, mais en tout cas, c'est pas la même pour l'ensemble des porteurs. Là, on a une unité qui est et une intégration qui est particulièrement intéressante dans le projet Aquadome Picto. Après, ces projets peuvent être complémentaires, hein, jouer la concorde plutôt que la discorde. Non ? Tout à fait, Oui, tout à fait. Bon, merci beaucoup, Madame le maire. Merci encore de nous avoir accordé un petit peu de temps. Alors, je suis maintenant en direct avec Madame Véronique Guillotin, sénatrice de Meurthe-et-Moselle. Bonsoir, Madame Guillotin. Vous êtes également en direct avec nous. C'est bon, on vous voit et on vous entend. Très Parfait. bien. Merci en tout cas d'être avec nous. Alors, vous êtes très investi dans le domaine de la santé, et en particulier de la cancérologie. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste et président de la commission santé, solidarité, citoyenneté. Vous êtes également vice-président de la commission des affaires sociales au Sénat et vous travaillez actuellement sur un projet de loi qui vise notamment à développer ce qu'on appelle la médecine des 4 P, prédictive, préventive, personnalisée, participative, et qui sera bientôt la médecine des 5 P, ce 5e P pour preuve d'un service médical rendu aux patients. Alors, quelles sont aujourd'hui les avancées et les freins à ce changement de paradigme qui implique de passer d'une médecine strictement réactive à une médecine qui agit en amont du risque ? Alors, déjà, je voudrais vous dire tout le plaisir, moi, que j'ai à être avec vous et parmi vous ce soir pour le lancement. Partagé, Madame Guillotin. Le lancement de cette solution Aquadome. Alors, d'une part, parce que j'ai été en fait immédiatement convaincue de la pertinence du projet quand j'ai rencontré donc les acteurs, c'était en octobre 2019, voilà, et voilà, je me suis lancée dans ce soutien qui me paraissait évident. D'autre part, parce que en fait, cette expérimentation, ça a été dit, elle s'inscrit dans on la conceptualise en fait dans une transformation plus générale de notre système de santé, en tout cas que je m'emploie moi à accompagner, que ce soit dans mes fonctions parlementaires ou dans mes fonctions régionales. Et cerise sur le gâteau, c'est un projet qui concerne directement la région Grand Est, territoire sur lequel je suis élue en charge de la santé. Vraiment, toutes les planètes étaient alignées. Ouais, non, mais toutes les planètes sont alignées. Moi, je voudrais vraiment féliciter en tout cas les acteurs et son fondateur Guillaume Beau pour le chemin parcouru. Je pense que ça n'a pas dû être toujours un long chemin tranquille, en tout cas jusqu'à la concrétisation et le lancement aujourd'hui qui est un vrai plaisir. Mais je sais que vous avez été un soutien précieux en tout cas. Mais j'étais absolument convaincue et je pense que moi je suis convaincue en fait que les nouvelles technologies participeront de manière de plus en plus importante à la transformation de notre système de santé et je voudrais également le dire, mais je repréciserai à plusieurs reprises, il est aujourd'hui important de préciser que c'est tout sauf déshumanisé. Enfin, souvent on nous oppose la déshumanisation dès qu'on parle de nouvelles technologies d'application, de données, voilà, de data. Enfin, c'est tout sauf déshumanisé, bien au contraire. Je pense que c'est un outil qui permet en fait de mettre autour de la table les partenaires qui sont, on le voit, hein, nombreux, qui travaillent ensemble, en coopération, comme jamais en fait, parce que c'est presque plus facile ou en tout cas facilitant avec cet outil technologique que ça pouvait être fait auparavant. Mais finalement, on n'a jamais fait autant communiquer les gens entre eux, quelque part, avec ces outils numériques. Moi, je le pense. Alors, je sais pas, on va peut-être me contredire après, mais en tout cas, moi, je pense qu'on n'a jamais fait autant communiquer et parler les gens entre eux qu'avec ces outils numériques. Ensuite, voilà, en tout cas, au niveau du Sénat, oui, effectivement, dans mes fonctions parlementaires, j'ai été amenée à travailler sur 2 rapports sur l'innovation en 2018 et 2021. C'est ce qui m'a un peu mis le pied à l'étrier, d'ailleurs, de cette innovation. Et une proposition de loi issue de ces rapports, vous l'avez dit, sera examinée au Sénat le 22 février, d'ailleurs, en séance plénière. C'est une proposition de loi qui c'est assez complexe et technique, mais enfin, globalement, elle tend effectivement à introduire le concept de médecine personnalisée dans le Code de la santé publique et de réviser ainsi une stratégie nationale de recherche et de santé pour y introduire un chantier, la médecine personnalisée, qui est un chantier éminemment important. En fait, c'est le juste soin ou pas le soin, parce que quelquefois, lorsque l'on a fait les tests génétiques, on s'est aperçu que la chimiothérapie n'était peut-être pas utile, et voilà. Et en fait, tout ça demande des adaptations de notre système, des remboursements de tests compagnons qui aujourd'hui ne sont pas au rendez-vous. Enfin, voilà. Donc, cette PPL, comme on dit, vise en fait à améliorer cette médecine prédictive.
Et j'ai également travaillé sur un rapport à la fois sur la donnée, la data, donc toujours dans la nouvelle technologie, parce que je pense également donnée qui est aujourd'hui un sujet un peu tabou encore en France, un petit peu fermé. Je pense que ce sera également demain, en tout cas, des données précieuses qui seront mises dans les mains de nos chercheurs et qu'il vaut mieux qu'on les contrôle de manière publique qu'on les livre, en tout cas, à des opérateurs privés. Ce sera beaucoup plus sécurisant de ce côté-là. Et puis, alors j'ai deux casquettes en fait. J'ai la casquette nationale et la casquette régionale. Alors, je peux peut-être dire un mot ce que j'aurais tendance à dire, c'est que c'est en fait toujours dans ce même état d'esprit, un état d'esprit d'innovation, un état d'esprit d'amélioration de la qualité de vie de nos patients, que je m'implique également au niveau régional. Et à ce sujet, je voudrais déjà excuser le président Rotner, qui n'a pas pu être parmi vous et parmi nous ce soir et qui m'a chargé, en tout cas, de bien vous transmettre à la fois ses salutations, ses félicitations et vous assurer, mais je pense que tout le monde en est convaincu aujourd'hui, pratiquement en Grand Est, de toute l'importance en fait qu'il porte avec sa majorité sur la e-santé et la transformation de notre système de santé. Une transformation à la fois digitale, ça, on le voit avec ses applications, une transformation, et ça a été dit, qui peut être quelquefois uniquement en fait organisationnelle, et également une transformation, je pense qu'il ne faut pas l'oublier dans le monde de la santé non plus, une transition écologique auquel on aura également, en tout cas, à réfléchir dans le monde de la santé. Et toutes ces transformations, en fait, sont vraiment le fil conducteur de l'ensemble des politiques régionales du Grand Est. Mais aimer la santé, en tout cas, n'y échappe pas. Alors, je ne sais pas si je vais un petit peu plus en avant sur... Si, justement, j'allais vous demander comment vous accompagnez au niveau national et régional cette transformation de la prise en charge des patients, alors qu'on manque de professionnels de santé aujourd'hui et que leur rôle aussi va être amené à évoluer dans le cadre de cette médecine personnalisée, préventive. Quand le représentant de l'ARS parlait, je me suis dit, en fait, il a tout dit. Effectivement, on est face. Non, mais c'est bien de répéter. En fait, c'est bien de montrer qu'en plus, on est aligné sur ces sujets. Mais effectivement, on a à faire face aujourd'hui à des enjeux importants, à une transformation de la société et de la médecine qui est importante. Alors, il y a le vieillissement de la population, ça a été dit. L'explosion des maladies chroniques, alors qui est liée au grand âge, mais pas que. Les maladies chroniques sont aussi liées à une amélioration du soin, à l'arrivée des nouvelles thérapeutiques. Dans le cancer, par exemple, aujourd'hui, certains cancérologues, on peut dire que le cancer, quelquefois, devient une maladie chronique. On vit avec très, très, très longtemps. Et tout ça, c'est aussi lié à une amélioration de la recherche. On a également à faire... face à ces défis-là, on a deux choses. On a une raréfaction des personnels de santé, moins de médecins là où il en faudrait. J'aurais tendance à dire un déséquilibre peut-être de la répartition des soignants, peut-être plus qu'un défaut du nombre. Et également une jeunesse qui veut plus travailler comme, je dis nous parce que j'ai pratiqué, qui veut plus travailler comme nous travaillons, qui cherche un exercice équilibré, qui cherche un exercice partenarial, un exercice en pluridisciplinarité, et puis souvent être proche d'un plateau technique. Enfin voilà. Donc, et toutes ces transformations-là nous démontrent que l'on ne pourra pas, avec des solutions d'hier, en accentuant les solutions d'hier, on n'arrivera pas à améliorer le système. Et c'est là où je pense qu'il faut réellement revoir en profondeur en fait l'organisation des soins. Et à la région, on s'y emploie. Alors, c'est pas une compétence régalienne de la région, mais en tout cas, on a pris le pari d'une transformation déjà organisationnelle. Alors, en soutenant, comme beaucoup de régions le font maintenant d'ailleurs, les maisons de santé pluriprofessionnelles en lien avec l'Agence régionale de santé, mais on a également, nous, souhaité ouvrir en fait ces soutiens aux organisations des professionnels de santé en leur donnant plus de liberté et quelquefois en dehors en fait des MSP dites labellisées, c'est-à-dire à chaque fois que des professionnels veulent se coordonner, s'organiser, etc., nous sommes là en soutien. La mobilité également est importante parce qu'on ne peut pas regretter aujourd'hui toujours d'avoir à centraliser. Quelquefois, il faut centraliser parce que la technicité, un IRM ne peut pas être dans chaque commune. Enfin, on sent bien un centre anticancéreux pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit regroupé, que les professionnels travaillent ensemble. Donc, ce que doivent travailler les collectivités aujourd'hui, c'est en fait la mobilité. Donc, on a deux moyens de la travailler. Soit on amène les gens
ou alors on innove aussi en lançant des appels à projets pour que les soins puissent aussi se déplacer vers c'est du aller vers des territoires ruraux, des quartiers politiques de la ville pour de la prévention, aller vers des mobilités pour des soins dentaires ou de la prévention dentaire. Voilà, donc tout ça, c'est quand même une nouvelle vision peut-être de l'organisation des soins. Et quand on parle de transformation organisationnelle, on est également sur les transformations effectivement technologiques. Et puis, donc, sur la e-santé et le grand Je crois chantier qu'a savoir à ce ouvert. sujet que la région Grand Est est la première région à avoir été entièrement fibrée pour créer justement Voilà. cet environnement Alors, favorable au développement des le- nouvelles technologies. exactement. La première étape, bien évidemment, c'est le déploiement de la fibre qui va être terminé en 2023 avec la première région, je pense, fibrée de France. Et on Mhm. peut globalement, en tout cas, en tirer une fierté. Mais c'est surtout, on a créé un écosystème qui rend aujourd'hui possible des applications et qui rend possible les usages en fait de cette fibre et de ce numérique, notamment par le plan de déploiement de la télémédecine que l'on mène main dans la main avec l'Agence régionale de santé, l'assurance maladie, le GIP, Tulsi, et permettre ainsi sur le territoire, sur 3 années, de déployer des solutions de télémédecine. Encore une fois, pas pour remplacer et déshumaniser la médecine, mais bien évidemment pour rendre service aux patients et en fait améliorer le travail des soignants également. Voilà un petit peu, peut-être la petite cerise encore sur le gâteau. Ouais. Voilà, il y a également un petit projet d'hôpital 4.0 pour répondre un peu on voit le désarroi aujourd'hui des soignants à l'hôpital, des hôpitaux qui sont, enfin, voilà, qui sont en grande difficulté. Et on s'était dit qu'il était également intéressant de peut-être permettre à ces hôpitaux, à travers une réorganisation, à travers une modernisation, de se redonner un peu du temps aux soignants. Et ce projet est animé par BioVallée France, justement, dont les finalités en fait de ce projet, c'est vraiment de faciliter les échanges entre les acteurs industriels, les acteurs de la santé, identifier des solutions innovantes au sein de l'hôpital afin d'améliorer, je l'ai dit, le confort des soignants, leur redonner du temps utile de soins, parce que c'est ce qu'ils réclament généralement, ou encore de booster le déploiement de la simulation en santé. Voilà, donc pas mal de petites choses. Je pense que. Merci pour ce dernier scoop en tout cas, Madame Guillotin. Merci. J'espère. Je n'ai pas été trop longue, mais non, vous étiez parfaite. En tout cas, vous passionnant. Ouais, vous étiez parfaite et merci en tout cas pour votre enthousiasme et votre implication. Ça fait du bien. Merci. Ok. Vous vouliez rajouter une dernière chose? Non, je voulais dire qu'en fait, c'était vraiment main dans la main, effectivement, avec tous les acteurs, que ce soit l'État, la région, les collectivités, les acteurs de santé, les patients, qu'on arrivera à surmonter nos difficultés et que c'est dans la difficulté qu'on trouve les meilleures solutions. Très belle conclusion. Merci beaucoup, Madame Guillotin. Merci encore de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Merci. Alors, je vais maintenant donner la parole à Maxime Puton, responsable du département organisation et parcours de soins à l'INCa. Bonsoir, Monsieur Puton. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir en direct. Alors, des progrès pour tous, de l'espoir pour demain, c'est toute l'ambition de la stratégie décennale de lutte contre le cancer lancée en 2021 par l'INCa et le ministère de la Santé. Alors justement, comment un projet tel qu'Aquadome Picto s'intègre-t-il dans la feuille de route de cette nouvelle stratégie décennale ? Merci beaucoup, merci à tous et à toutes. Alors effectivement, la stratégie décennale qui a été officialisée en début 2021 par le président de la République couvre un très large champ de travail qui va nous occuper tous et toutes, région comme structure nationale, pendant une dizaine d'années, a embarqué un certain nombre de sujets, notamment doit travailler de nombreux sujets qui avaient déjà été commencés à être travaillés par cette expérimentation qui avait débuté bien avant l'officialisation de la stratégie décennale. Mais on va voir, je vais présenter très rapidement en quoi cette expérimentation s'intègre pleinement dans plusieurs axes stratégiques de la stratégie décennale. Et en préambule, je voulais quand même préciser que l'Institut national du cancer suit avec grande attention les articles 51, et d'ailleurs pas que ceux centrés sur la cancérologie, parce qu'elle donne à voir une manière de faire évoluer les organisations qui sont très inspirantes. Et j'en profite pour signaler que l'Institut finance également des expérimentations qui sont non dérogatoires, parce que la dérogation est l'apanage bien naturel de l'article 51. Et donc, l'un des enjeux d'Institut avec le ministère, c'est la bonne coordination et des articles 51 avec la stratégie,
et avec les autres appels à expérimentation qui peuvent être lancés par l'Institut. Alors, peut-être de rappeler très rapidement sur la stratégie décennale. Elle part d'un constat qu'il y a encore 40% de cancers évitables dans notre pays, que 2 personnes sur 3 souffrent de séquelles à 5 ans suite au diagnostic de cancer, et qu'il y a encore un certain nombre de cancers qu'on qualifie de mauvais pronostics, c'est-à-dire qui ont des taux de survie, hélas, très faibles à 5 ans. Et donc, c'est pour répondre un petit peu à ces constats que la stratégie s'est construite avec des axes qui sont dédiés à ces différentes problématiques, et Aquadome, évidemment, rentre dans certains de ces enjeux. Et notamment celui des séquelles, de la qualité de vie, du taux de survie, notamment par des questions de repérage, de suivi des patients. Et donc, la stratégie s'est structurée autour de 4 axes sur la prévention, sur les séquelles et la qualité de vie, les cancers de mauvais pronostic et le progrès, donc la recherche. Alors, il est évidemment impossible en quelques minutes de faire le point sur l'ensemble des actions de la stratégie qui sont très nombreuses, bien évidemment. On aurait 1 heure qu'on n'y arriverait pas. Peut-être juste de me concentrer sur Aquadome. Aquadome, pour nous, s'intègre pleinement dans les axes qui concernent notamment la lutte contre les séquelles et la qualité de vie, puisque l'un des objectifs de l'Institut est de développer l'information aux patients sur l'ensemble du temps des parcours, les programmes d'éducation thérapeutique, la formation des professionnels de santé, médicaux, paramédicaux, de ville comme hospitaliers, sur le repérage et le traitement des séquelles à tous les stades du parcours des patients. Donc, on est en plein dans ce dispositif. Plus précisément encore, nous avons des actions que nous devons mener sur le suivi personnalisé. Ça fait écho à ce qu'évoquait Madame la sénatrice sur la médecine personnalisée. L'un des grands enjeux de la stratégie, c'est de mettre en place des dispositifs qui vont permettre d'accompagner le patient de façon individualisée dans son parcours ville-hôpital, avec le développement d'outils d'échange entre les professionnels. C'est une des actions de la stratégie. Aquadome rentre pleinement dans ce dispositif-là, et qui iront pour l'Institut et d'autres acteurs jusqu'à des recommandations organisationnelles sur le suivi à moyen long terme des patients. Ce qui reboucle avec ce que je disais au début, nous suivons avec attention les 51, leur devenir, leur évaluation, parce que derrière, nous avons vocation, nous comme les autres structures nationales et le ministère, à ensuite les rendre effectifs, de les déployer s'ils se sont bien passés. Et donc, nous suivrons évidemment cette expérimentation avec attention. Dernier élément sur les cancers de mauvais pronostic, nous avons aussi des actions qui vont être menées sur la manière de fluidifier les parcours et prioriser les parcours pour ces cancers, et mettre en place des suivis renforcés pour ces patients, notamment par voie de dispositifs de télésurveillance ou tout autre dispositif de plateforme de suivi. Et donc, évidemment que cette expérimentation nous intéresse au plus haut point, et de vous donner un exemple de l'intérêt qu'a l'Institut pour ce genre de dispositif. Nous allons lancer au cours de l'année 2022 des appels à projets sur des projets de parcours de vie personnalisés, mais plutôt dans le domaine social et dans d'autres domaines également plus sanitaires. Et donc, j'ai pas de doute sur le fait que dans la région Grand Est figureront des candidats à ce genre d'appel à projet. Donc voilà ce que je pouvais dire en un temps très court vive la région Grand Est. Hein. Exactement. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention très inspirante, et bravo, parce que je sais que c'est pas un exercice facile de répondre à cette question en seulement 5 minutes, et vous l'avez fait très brillamment. Merci beaucoup. Alors, je vous propose maintenant d'aller sur le terrain avec une femme à l'énergie incroyable qui se bat au quotidien depuis des années pour faire bouger les choses et faire entendre la parole du patient. Laure Guéroult-Tacolas, bonsoir. Bonsoir. Merci en tout cas d'être avec nous. Alors, vous êtes pharmacien de formation, vous êtes fondatrice de l'association Patients en réseau, et vous avez participé à la construction et à la mise en place du premier pilote Aquadome. Alors, c'est très rare qu'une association de patients soit justement porteur d'un projet article 51. Je pense que Madame le maire pourrait nous le confirmer. Alors, pourquoi avoir choisi de porter ce projet en particulier ? Alors, je crois que c'est très important. Finalement, c'est une chance extraordinaire en tant qu'association de patients de pouvoir justement apporter l'expérience, le besoin des patients au cœur même des projets. Donc finalement, de quoi parle-t-on quand on parle de virage ambulatoire, de chronicisation du cancer ? Pour les patients, on parle d'une réalité, c'est que alors qu'on pense cancer et qu'on va se soigner dans un centre expert ou un hôpital, en fait, toute une partie du parcours de soins et de plus en plus se passe en ville. Et ça, c'est pas du tout intuitif.
Et l'autre point qui est compliqué, c'est que généralement, on va vous proposer des thérapies orales notamment, délivrées en ville par les soignants et suivies en ville, alors même que votre maladie devient, entre guillemets, plus grave, métastatique. Donc vous êtes dans un moment, j'allais dire, psychologiquement qui est quand même compliqué. Et c'est pas du tout intuitif, là aussi, de se dire que vous allez devoir gérer votre traitement tout seul, à la maison, et que finalement, les habitudes que vous pouviez avoir prises dans votre centre de soins, il va falloir les retisser avec les soignants de ville. Mais sont-ils bien légitimes à prendre en charge mon cancer qui a avancé ? Bien sûr, oui, C'est pas du tout facile. Oui. Et donc, depuis le début de ce projet, donc pendant quelques mois, voire années, on a pu apporter cet éclairage-là. Et je crois que dans cette expérimentation Aquadome Picto, il y a vraiment une chose fantastique. Et je crois qu'il y a dans les mots qui ont été dit avant, quelque chose qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a de la technologie, il y a de l'innovation, mais il y a de l'humain. Et il y a l'idée de se dire qui est cette personne malade, dans quel état est-elle, comment vit-elle, est-elle entourée, est-elle isolée géographiquement, et en fonction de sa situation, le médecin et son équipe vont pouvoir dire on va s'appuyer bien sûr sur une coordination et travailler avec la plateforme et pouvoir mieux communiquer entre nous professionnels, mais on va s'appuyer, j'allais dire, sur un accompagnement rapproché pour une personne qui est fragile, vulnérable. On va s'appuyer sur le pharmacien si c'est quelqu'un qui est un peu plus autonome, mais le but c'est finalement de toujours accompagner et pour le patient de se sentir en sécurité, se sentir en lien avec son équipe de soins. Oui, et puis surtout, cette expérimentation a pris encore plus de sens dans ce contexte de crise sanitaire que nous vivons déjà depuis 2 ans. Hein. Alors, la crise sanitaire, elle n'a fait que renforcer cette réalité. Il faut bien voir que quand vous êtes patient aujourd'hui, vous êtes de plus en plus seul pour rentrer dans le centre de soins. Vous ne pouvez pas être accompagné. Ça crée beaucoup de stress. Bien sûr, c'est très compliqué de savoir évaluer sa propre situation. Est-ce que cette petite fièvre, cette petite toux, est-ce que je dois m'inquiéter, vers qui me tourner, et donc de ne pas être seul et de savoir vers qui, soit avoir la visite de l'infirmière ou se tourner vers le pharmacien ou pouvoir contacter son soignant de façon facilitée, c'est très avoir précieux. des réponses rapides. Voilà. Alors, ce qui est formidable dans l'article 51, c'est qu'on va pouvoir donner la possibilité à de nombreux patients d'accéder à ces expérimentations et de pouvoir les évaluer. Parce que ce qu'on ressent, nous, c'est que c'est un bénéfice pour les patients, mais ça a été dit aussi, c'est un bénéfice probablement pour faciliter le travail entre les différents professionnels. Et personnellement, j'en suis absolument convaincue, c'est un bénéfice pour notre système de santé qui a besoin effectivement de pouvoir aussi libérer du temps, libérer de la place aussi à l'hôpital, tout en mettant véritablement un suivi en ville, parce qu'il ne faut pas oublier que ces patients ont besoin de sécurité. Ils ont des maladies avancées, des thérapeutiques très innovantes, dont on ne connaît pas encore tout, donc il y a besoin d'être très au fait de ce qui se passe au quotidien pour ces patients. Et justement, j'allais vous demander, pour les professionnels de santé, qui sont malheureusement de moins en moins nombreux, quels sont les avantages concrets d'un dispositif tel que Aquadome ? Alors là aussi, ce qui est très bien pensé, c'est qu'on ne peut pas imaginer que les soignants de ville puissent être au courant de tout ce qui bouge en oncologie, dans toutes les innovations et l'hypersegmentation de ces maladies. Et en fait, là, le principe, c'est de se dire, le médecin, en fonction de la situation, va prescrire donc une thérapeutique et on va pouvoir en fait embarquer et donner toutes les informations en amont finalement aux soignants de ville pour qu'ils sachent ce qui se passe, quel est le traitement, comment ça se prend, ce qu'on attend potentiellement comme effet indésirable, etc. Et du coup, on permet aux uns et aux autres d'être prêts pour accueillir le patient et justement l'accompagner. Et ça change absolument tout. C'est radicalement différent pour le patient de se sentir dans cette équipe qui communique entre elles et qui garantit sa sécurité. Merci beaucoup justement de porter la parole du patient. Merci aussi à vous pour votre enthousiasme et votre engagement. Vous le dites d'ailleurs, s'engager, ça fait un bien fou. C'est de l'énergie positive, constructive, valorisante. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce soir témoigner de tout ça. Et enfin, nous ne pouvions pas terminer cette première partie sans donner la parole à l'un des autres coporteurs essentiels de ce dispositif, en particulier du dispositif Picto. Professeur Ayav, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du réseau Néon, le réseau de cancérologie Grand Est, qui s'est également beaucoup impliqué dans la préparation de cette émission. Donc, je vous remercie d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Qu'est-ce qui a motivé votre réseau à coporter l'expérimentation Aquadome Picto ? Quel a été précisément votre rôle dans la mise en place de ce projet ? Donc, dans la mise en place de ce projet, il faut déjà comprendre que sur le rôle du réseau est principalement de faire en sorte d'apporter tous les outils possibles pour améliorer et innover dans l'organisation de la pratique en cancérologie.
L'objectif étant bien entendu améliorer, comme l'a dit ma voisine de droite, Madame Guiraud, il faut améliorer la prise en charge des parcours des patients. Le réseau, via ses adhérents, donc qui comporte 16 établissements publics, privés, mais aussi des centres anticancéreux de la région Grand Est, va permettre de promouvoir les interfaces qu'il peut y avoir entre ces établissements publics, privés et CLCC, et les acteurs de ville, qui sont les pharmaciens d'officine, les médecins libéraux, les infirmières libérales, qui prennent en charge les patients sur le terrain. Pour Picto, le constat vient du fait qu'il y a quelques années, on s'est rendu compte que les patients posaient pas trop les questions à leurs praticiens, à leurs oncologues. Ils sortaient avec leur ordonnance, ils allaient voir leur pharmacien d'officine et puis ils s'ouvraient à leur pharmacien et leur posaient des questions sur le traitement, comment fallait le prendre, les effets indésirables, etc. À partir de là, donc depuis 2010, le réseau s'est impliqué avec les pharmaciens d'officine pour proposer des formations actions, en proposant des formations sur telles que la connaissance pathologie cancéreuse, la prise en charge des effets indésirables des traitements anticancéreux notamment. Et en 2014, on a mis en place des programmes d'éducation thérapeutique pour les patients, qui étaient ouverts, donc bien entendu, avec les infirmières libérales, qui étaient donc autour de la table avec les patients, les médecins de ville, les pharmaciens d'officine. Nous aurons tout à l'heure d'ailleurs le témoignage d'un pharmacien d'officine. Les équipes hospitalières, les structures de coordination de l'hôpital. Donc, partant de là, donc, on a mis en place des formations au sein du réseau, qui sont donc actuellement des e-formations sur les effets indésirables des traitements cancéreux, la prise en charge de ces effets indésirables, la posture éducative avec l'ébauche, qui était donc l'ébauche du parcours Picto, dont on a parlé tout à l'heure. Et donc toutes ces formations sont actuellement mises en place sur le réseau, sur la plateforme Oncotis, dont on parlera sûrement tout à l'heure. Et quand en 2018 l'ARS donc, a proposé donc, aux porteurs de projets de participer à l'article 51, il nous paraissait tout à fait naturel de travailler avec Continuum, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui avaient donc l'expérience avec les infirmières libérales, avec l'apport de l'outil numérique dont on a évoqué tout à l'heure, avec l'importance que ça apporte. Comme l'a dit Madame la sénatrice, effectivement, pour pas dépersonnaliser les choses, mais qui est un outil supplémentaire. Et Néon, qui avait donc l'expertise de ces pharmaciens d'officine, donc ce qui permettait de de regrouper tous les acteurs de l'hôpital au sens large, mais également de la ville, donc les pharmaciens, les infirmières libérales, etc. Donc la plus-value du réseau Néon, c'est bien entendu du fait de son périmètre d'action au sein de la grande région. Donc avec ses adhérents qui, donc, comme je l'ai dit, comportent 16 établissements publics, privés, CLCC de la région, qui permet donc d'ouvrir ces établissements à la coopération avec la ville pour les organiser donc, le parcours ville-hôpital. Une des actions du réseau Néon, on l'a évoqué tout à l'heure, la valorisation. Une des actions avec l'assurance maladie a été déjà de revaloriser les consultations, c'est-à-dire que les primo-consultations qui sont faites maintenant avec le médecin prescripteur donc à l'hôpital, l'infirmière coordination, le praticien pharmacien donc, de l'hôpital. La révélation elle était à 45 €, elle est passée à 93 €, donc on a participé à tout ça grâce à l'assurance maladie, bien entendu, qui a été partie prenante. Donc tous ces éléments font que le réseau Néon s'implique dans ce réseau et trouve sa place et qui nous paraît importante. Et bien entendu que c'est un travail sur le long terme. On espère tous que cette expérimentation qui va courir sur 3 ans va avoir une évaluation et va permettre de passer du stade d'expérimentation à s'intégrer dans le système de droit commun qui a été évoqué tout à l'heure. Voilà. On l'espère tous. Et bien entendu, poser cette question tout à l'heure. Voilà. Donc, et le réseau Néon continuera bien entendu à s'impliquer dans ce sens. Merci beaucoup, professeur Ayav. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Alors, et puis merci à tous nos intervenants de cette première partie, puisque nous allons passer maintenant à la deuxième partie de cette émission. Donc, continuez surtout à nous poser vos questions. Il y aura une session questions-réponses à la fin de cette deuxième partie. Alors, en quoi consiste précisément ce projet Innovation Article 51 Grand Est Aquadome Picto, dont on parle déjà depuis 1 heure? Alors, pour ceux qui n'en auraient pas encore saisi toutes les subtilités, voici un petit rappel. Donc, Aquadome Picto, ce sont des parcours conçus en partenariat avec des experts scientifiques, avec l'URPS Pharmacien Grand Est, et des associations avec des associations de patients, et avec une start-up, Continuum Plus. Et en pratique, lors de l'instauration d'une thérapie orale ou immunothérapie, le prescripteur aura le choix, selon les besoins du patient et son degré d'autonomie, entre 2 parcours d'accompagnement. Le parcours Aquadome Picto, qui implique
le suivi du patient à domicile par son infirmier ou son infirmière libérale. Alors au programme, 9 visites à domicile en moyenne, une fois par semaine pendant 1 mois, puis une fois tous les 15 jours et la première visite est doublée par la présence d'une infirmière d'appui. Ensuite, le parcours Picto, dans lequel le patient est suivi cette fois par son pharmacien d'officine qui est en lien avec l'équipe hospitalière. 4 séances d'accompagnement thérapeutique sont prévues avec le patient sur une durée de 3 à 4 mois, relayées par les entretiens pharmaceutiques conventionnels. Voilà, j'espère que ce projet Aquadome Picto est maintenant plus clair pour vous tous, mais au final, ce qui en parle le mieux, eh bien, ce sont bien sûr les patients, et je vous propose d'écouter tout de suite les témoignages d'Éric, qui suite à un cancer du poumon a été accompagné à domicile par Aquadome Picto. Regardez. Je vois mon oncologue qui me donne un traitement par médicament. Je me suis dit quand même, se retrouver à domicile, ça me faisait un petit peu peur. Donc je me suis dit, on va me donner un traitement, je connais pas mes réactions, je sais pas ce qui va se passer. Je vais me retrouver seul chez moi, je saurais pas quoi faire en cas de problème. Et donc j'en parle à mon oncologue qui me met en relation avec une infirmière qui m'explique qu'il y a un programme Aquadome qui est une application. C'est-à-dire une infirmière qui vient au domicile, qui contrôle mon état de santé et qui lui fait part de tous les résultats et de tous les problèmes que je peux lui faire remonter, tous les problèmes que je peux avoir en temps réel. C'est sûr que d'avoir une personne qui vient à domicile, qui est en rapport direct avec votre médecin, c'est quand même assez rassurant et ça permet quand même d'aller dans le bon sens. Je trouve que c'est très très bien ce qu'ils ont fait. Franchement, c'est très très bien ce qu'ils ont fait. De pas laisser quelqu'un comme ça, avec sa maladie, directement livré à soi-même, c'est déjà quelque chose qui est assez compliqué en soi. Si en plus de ça, on n'a pas un minimum de soutien, c'est compliqué. Je trouve que c'est très bien pour les malades de pas se sentir seul face à la maladie. Merci beaucoup en tout cas Eric, qui nous rappelle combien, comme il le dit très bien, on peut se sentir perdu, angoissé quand on se retrouve seul chez soi, surtout avec ce type de traitement et la présence d'une infirmière peut effectivement changer beaucoup de choses. Guillaume Gault, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le fondateur de Continuum Plus, c'est une application de télésurveillance qui permet aux professionnels de santé d'avoir une vision synthétique du suivi clinique et pharmaceutique de leurs patients. Alors le numérique c'est bien, mais vous avez compris depuis longtemps que le numérique humanisé c'était encore mieux. Oui en effet, c'est vrai. On a l'habitude de dire chez Continuum Plus que le numérique c'est bien, mais que le numérique humanisé c'est mieux. L'humain en fait est au cœur des organisations. Il est au cœur des parcours. Et donc le numérique ne doit être là que pour aider, améliorer finalement les parcours. Alors concrètement, qu'est-ce qu'apporte la plateforme Continuum Plus ? D'abord, elle va permettre de renforcer, de créer du lien. Le lien qui est essentiel dans ces prises en charge entre l'hôpital et la ville. Mais également renforcer le lien qu'il y a entre les professionnels de santé de proximité, le pharmacien d'officine, l'infirmière libérale et le médecin traitant. Deuxième élément qu'apporte le numérique en santé, c'est organiser. On est dans le cadre d'un parcours de soins coordonnés, et donc il va permettre d'organiser la remontée d'informations, des événements indésirables qui vont être relevés par les professionnels de santé. Il va permettre également de partager l'information en temps réel. Et puis un élément important, c'est la formation des professionnels de santé, parce que on n'est pas sachant de toutes les thérapies qui se présentent aujourd'hui. Et donc former le professionnel de santé au bon moment est un enjeu particulier que le numérique permet de faire. Et le troisième élément, c'est de faire gagner du temps. Parce que voilà, le temps est précieux, les files actives, comme on l'a vu, augmentent. Ça veut dire que voilà, les prises en charge sont plus efficaces. Et pour l'oncologue, eh bien, c'est un moyen de consulter l'information en amont, avant justement le prochain rendez-vous, de savoir ce qui s'est passé finalement pour le patient. Et puis le dernier élément, c'est qu'on prévient les situations à risque. Parce qu'en fait, on évite que les événements indésirables ne se dégradent et que la situation échappe aux praticiens. Alors quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne concrètement votre application Continuum Plus ?
Oui, alors concrètement, c'est l'équipe hospitalière qui propose, Ouais. comme vous l'avez compris, Ouais, ce en que j'expliquais fonction. tout à l'heure, Voilà, en fonction des besoins et de l'autonomie du patient. absolument. Donc, il va proposer soit le suivi plutôt porté par le pharmacien d'officine, Picto, ou le suivi plutôt porté par l'infirmière libérale, Aquadom, avec toujours le lien avec le médecin traitant. Donc, il s'inscrit sur la plateforme, enfin, du moins, le patient est inscrit par l'équipe de soins hospitalière, et c'est à partir de ce moment-là que le consentement est recueilli, il est dématérialisé, et bien sûr, c'est une inscription sur un hébergement de données de santé sécurisé qui est permis, et à partir de ce moment-là, eh bien, le parcours commence. Alors, la première étape du parcours, ça va être la primo-prescription qui va être réalisée par l'équipe hospitalière. Une primo-prescription qui permet de faire le bilan optimisé de médication, qui permet de faire l'analyse pharmaceutique, relever éventuellement les interactions médicamenteuses, et puis réaliser un plan de prescription médicamenteux qui va pouvoir aider le patient à se repérer dans sa prise de traitement. Donc, cette partie-là, elle peut être réalisée à l'hôpital, mais elle peut être également réalisée à l'officine dans le cadre de cette expérimentation Aquadom Picto. Alors, à partir de ce moment-là, eh bien, les informations cliniques elles vont pouvoir être relevées par les professionnels de santé et partagées en temps réel, ce qui fait qu'on va pouvoir anticiper les situations à risque, on va pouvoir suivre également l'observance des patients, la qualité de vie, et qui sont des éléments extrêmement importants pour apprécier en fait l'impact et l'intérêt de ce type de dispositif. Donc on a vraiment, à travers cet outil, qui est donc la plateforme Continuum Plus, un suivi clinique et un suivi pharmaceutique combiné. Voilà. Et du numérique humanisé, surtout. Exactement. Alors j'aimerais qu'on évoque avec vous un autre partenaire de cette expérimentation Aquadom Picto, l'industrie pharmaceutique. Il faut le reconnaître, c'est pas ordinaire d'associer les laboratoires pharmaceutiques à un projet financé par l'assurance maladie. Non, cela ne l'est pas. Et à la fois, les laboratoires ne sont-ils pas associés à la recherche clinique Bien sûr. Auprès des professionnels de santé, des centres investigateurs? Alors quel est l'intérêt justement aussi pour les laboratoires? Pour nous, alors Enfin, très pour clairement... vous et pour les laboratoires. Enfin, pour vous, on le comprend peut-être plus facilement. Mais... Alors oui, en l'occurrence pour les laboratoires, eh bien, c'est de partager finalement ce qui se passe en parcours de soins. Et donc, on est sur le bon usage du médicament, qui est un élément extrêmement important pour les industriels. C'est la sécurité d'utilisation que cela donne finalement aux patients et aux professionnels de santé pour une meilleure observance et la gestion des situations à risque qui pourraient avoir un impact négatif sur la perception du traitement et donc obérer les chances de ce traitement de se maintenir sur le marché. Donc c'est un élément important. Et donc, meilleure tolérance, ça rime avec meilleure efficacité. Donc, tout le monde y est gagnant, les laboratoires, mais également les autorités. Preuve en est la participation donc, de l'ARS et du soutien du ministère, mais également tous les professionnels de santé. Donc, on est vraiment dans un partenariat public-privé. Et bon, il faut quand même relativiser, c'est 10% du financement total de l'expérimentation voilà, qui est concerné et supporté par les laboratoires pharmaceutiques sur certains parcours Aquadom. D'accord, un écosystème en tout cas qui fonctionne. Un écosystème qui fonctionne et puis voilà, qui va permettre de pouvoir penser peut-être des parcours de soins publics-privés à l'avenir, qui sait, on verra ce que cette expérimentation nous donnera. En tout cas, les laboratoires qui nous accompagnent, je souhaite quand même les citer, c'est le laboratoire Pfizer, c'est le laboratoire Lilly, c'est le laboratoire Novartis et le laboratoire Takeda. Merci beaucoup, Guillaume Maugue, pour toutes ces informations. En tout cas, vous en parlez très bien. Je propose justement d'écouter maintenant le témoignage d'Aurélie Delbert, qui est infirmière libérale et qui va nous raconter son expérience Aquadom et nous expliquer quel était précisément son rôle auprès des patients. Regardez. C'était une formation théorique très complète sur la pathologie elle-même, le traitement et les effets indésirables de ce dernier. Suite à cette formation, pour valider nos connaissances, nous avons passé une petite évaluation. Aquadom est mis en place dès le retour à domicile du patient. Donc, c'est une sécurité pour lui comme pour nous.
d'avoir une équipe paramédicale et médicale à proximité. Donc le premier mois, nous intervenons une fois par semaine à son domicile, puis tous les 15 jours. Donc, à l'intervention à son domicile, nous vérifions que le patient aille bien, que le traitement est adapté. Parfois, nous devons revoir le traitement. Aquadome, donc, ça permet un véritable lien entre le patient et l'équipe soignante. Donc, à chaque visite à domicile, nous remplissons un compte-rendu sur lequel figurent les paramètres du patient, son état général, les effets indésirables éventuels qu'il peut rencontrer et les actions que nous avons entreprises. Et aussi les questions que nous nous posons. Cela permet aussi pour le patient une bien meilleure observance du traitement. Si nous savons l'accompagner et diminuer les effets indésirables, il ne stoppe pas son traitement. Parfois, les patients n'osent pas appeler le médecin ou déranger une infirmière coordinatrice alors que c'est vraiment nécessaire. Et pour le patient, c'est extrêmement rassurant d'avoir des professionnels de santé à proximité, à domicile, à qui il peut parler et qui vérifie que tout va bien et qui valide ou non ses choix dans l'adaptation de son traitement. C'est aussi une sécurité car il sait que nous sommes là pour intervenir et régler les problèmes en lien avec son équipe médicale du CHU, alerter le médecin si besoin, là où le patient parfois a peur de déranger alors que c'est vraiment nécessaire. Via la plateforme Aquadome, on peut faire remonter les informations rapidement au médecin avec un vocabulaire adapté à la situation. Ce qui est aussi bien avec Aquadome, c'est qu'à domicile, ce sont ces infirmières libérales qui interviennent. Aquadome ne propose pas de faire intervenir ces infirmières, mais bien les infirmières référentes du patient. Donc, il est tout à fait en confiance avec son équipe. Ça a vraiment été une expérience très enrichissante, que ce soit pour le patient ou pour nous. Merci beaucoup à Aurélie Delbert pour ce témoignage qui illustre parfaitement vos propos, Guillaume Gouin. Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. Et puis ce témoignage qui doit aussi rassurer les médecins oncologues qui nous regardent ce soir quant à la formation de ces infirmières et au bénéfice de leur présence auprès des patients. Alors j'aimerais maintenant donner la parole à un autre acteur incontournable dans ce dispositif, de par sa proximité et de par sa parfaite connaissance des médicaments, le pharmacien d'officine, Julien Gravoulet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du RPS pharmacien et votre implication dans le dispositif Picto témoigne effectivement du rôle de plus en plus important du pharmacien d'officine dans la prise en charge des maladies chroniques. Tout à fait, c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir un réseau officinal qui est très bien réparti sur le territoire. Il y a 21 000 pharmacies qui sont à 10 minutes de chaque patient, ouverts 52 heures par semaine, 6 jours sur 7, sans rendez-vous. Donc effectivement, on est vraiment un acteur de proximité essentiel. Et c'est vrai que dans nos pharmacies, on voit toute typologie de patients. On voit de l'aigu, on voit du chronique et on a la chance d'avoir des patients qui viennent nous voir régulièrement pour avoir bien entendu la dispensation des traitements, mais aussi pour avoir une oreille attentive et des réponses à des questions nombreuses et variées. Donc on l'a dit tout à l'heure, 4 entretiens sont prévus. Exactement. Dans le cadre de ce dispositif. Dans le cadre du dispositif Picto, le pharmacien spécialiste du médicament est là pour avoir un accompagnement un peu plus poussé de ces traitements qui sont complexes, de cette maladie complexe et de cette prise en soin du patient qui est particulière. Et dans le cadre du dispositif Picto, on a voulu aller un petit peu plus loin que ce qui était prévu déjà dans les entretiens conventionnels, c'est-à-dire aller sur 4 entretiens et non plus 3, et surtout y adosser une formation qui est essentielle. Alors une formation sur des médicaments qui sont très techniques, sur des effets indésirables qui sont particuliers, qui sont malheureusement fréquents, qu'on arrive heureusement à gérer, mais ce sont des molécules qui sont rares en termes de dispensation. On va dispenser peut-être 1, 2, 3 types de ces molécules par an. Ce n'est pas des molécules du quotidien et c'est pour ça que c'est important d'avoir ces rappels grâce aux formations qui ont été dispensées dans le cadre de la plateforme Néon, Cotis, pour se remettre en mémoire ces classes thérapeutiques particulières et ces effets particuliers. Ce qui est aussi important, et ça a été souligné, c'est qu'il faut un accompagnement. On ne parle pas tout à fait de la même manière à un patient qui a ce type de maladie chronique avec une autre. Et cette formation à l'accompagnement thérapeutique des patients sous chimiothérapie orale est essentielle. Avoir la bonne posture, avoir le bon dialogue, avoir la bonne écoute. Et cet élément de formation, c'est vraiment un plus dans le parcours Picto. Et le fait de laisser le temps, sur 4 entretiens, de parler du quotidien, de parler de la prise des médicaments,
de parler de la qualité de vie et du ressenti du patient par rapport à ces effets indésirables, c'est quelque chose de très important. Et on est très content d'être associé à cette expérimentation, à cet article 51, pour laquelle on a été moteur et motivé dès le début, parce qu'on est persuadé que ça va apporter un service essentiel aux patients, et la proximité va leur permettre finalement à tout à chacun sur le territoire d'avoir ce retour possible. Je suis convaincu que mes confrères seront aussi attachés que moi au suivi des patients, et le fait de pouvoir leur proposer, lorsqu'un de leurs patients peut être inclus dans le dispositif Picto, de faire cette formation et de faire ces activités, c'est quelque chose qui va les motiver, parce qu'ils ont tous à cœur de servir leurs patients et de les prendre en soin comme il faut. Bon, mais avec toutes les missions que le pharmacien doit remplir en ce moment, vous arrivez à trouver le temps pour ces entretiens quand même? En même temps, ça vous change un peu du Covid aussi, hein. Effectivement. Ça doit vous faire du bien. Effectivement, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on est un peu le couteau suisse de la santé, hein, puisqu'on distribue les masques, on distribue les tests, on explique les politiques, les protocoles, les vaccins. C'est très bien, ça envahit un peu le quotidien, et c'est vrai que ça nous fait... on est très content de pouvoir rendre d'autres services que ceux essentiels de cette crise, et on a vraiment à cœur pour des patients qui ne sont pas dans l'aigu, qu'on va accompagner longtemps, de pouvoir prendre ce temps d'entretien, même si c'est pas facile, même s'il faut caser ça avec tout le reste à côté, c'est vraiment important, et la reconnaissance du patient est pour nous essentielle. Bon, merci en tout cas, et bravo à l'implication des pharmaciens d'officine. Alors on l'a dit, ce dispositif Picto permet également de favoriser le lien entre les pharmaciens hospitaliers et les pharmaciens d'officine. Alors à ce sujet, je vous propose de rejoindre Héloïse, qui est pharmacienne hospitalière au CHINA, le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes. Regardez. Et en fait, nous à l'hôpital, donc que ce soit l'oncologue ou le pharmacien ou l'infirmière de coordination, nous avons bien sûr accès à toutes ces informations. Ça va nous permettre d'avoir un regard sur ce qui se passe au domicile du patient. Ainsi, lorsque le patient va revenir habituellement à peu près au bout d'un mois pour sa consultation de suivi, on a déjà une idée de comment s'est passé le traitement à ce domicile. Est-ce qu'il a présenté des effets indésirables? Si oui, on sait déjà sur quoi on va axer la consultation, sur les effets indésirables qu'il a rencontrés, et ainsi l'aider à les prévenir et à les gérer pour la suite. Aquadome nous apporte un meilleur suivi de nos patients sous chimiothérapie orale. Cela nous permet d'avoir une vision rapide, globale de tous nos patients sous traitement. Et bien sûr, ça nous permet une meilleure collaboration avec l'ensemble de l'équipe de professionnels de santé de l'hôpital et de la ville qui prennent en charge le patient. Cela nous permet, l'ensemble de cette meilleure collaboration permet un bénéfice du patient. Donc, c'est vraiment un outil qui nous est devenu aujourd'hui indispensable et qu'il aurait fallu créer s'il n'existait pas pour améliorer le suivi des patients sous chimiothérapie orale. Merci beaucoup en tout cas à Héloïse Cadar pour son témoignage qui nous rappelle qui rappelle effectivement tout l'intérêt pour le patient d'une bonne coopération entre la ville et l'hôpital. Alors qu'en est-il maintenant côté médecin? Eh bien, je vous propose d'écouter le retour d'expérience d'un médecin oncologue, Dr Ménessier, et d'une pharmacienne Anne Doré. Ils exercent tous les deux aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Regardez. Donc l'expérimentation article 51 Aquadome Picto va bientôt démarrer aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Mais depuis quelques années, nous avons démarré une phase pilote de cette expérimentation avec le suivi des patients ambulatoires traités par thérapie ciblée en oncologie thoracique. Et Bertrand Ménessier va nous faire un bilan de cette expérimentation. Oui, effectivement, merci Anne. La solution Continuum Plus est arrivée aux US dans un contexte de progrès thérapeutique très accéléré dans l'oncologie thoracique, notamment avec le démembrement moléculaire, puisque les thérapies ciblées sont apparues chez un grand nombre de patients fumeurs et non-fumeurs, avec des profils de tolérance des différents médicaments qui étaient un petit peu particuliers, puisqu'on voit que ça peut atteindre les ongles, les yeux, la peau, etc. Et que cette gestion des effets secondaires est particulièrement spécifique avec ces traitements.
Toute la difficulté étant d'arriver à communiquer avec les praticiens de ville sur ces toxicités particulières, puisqu'on sait que malheureusement les EPU sont assez peu efficaces dans la mesure où entre le moment où le médecin de ville est formé à ces effets secondaires de ces nouveaux médicaments et le moment où il rencontre effectivement un patient dans sa patientèle qui est concerné par cette thérapeutique, eh bien, il peut se passer plusieurs mois, voire années, et l'information a du mal à circuler correctement. Donc on a eu la chance d'être très rapidement impliqué dans le projet pilote de cette solution qui mettait du lien entre la ville et l'hôpital via une infirmière à domicile et qui permettait une circulation de l'information et une implication des différents acteurs au moment où le patient arrivait dans la maladie et concernait le médecin traitant, le pharmacien d'officine, etc. Au moment où les différents acteurs avaient besoin de cette information. Et très vite, on voit qu'on a inclus de plus en plus de patients au fil des années. On a commencé en 2018, 2019, la courbe était toujours ascendante, jusqu'à l'arrivée de la première vague Covid, où on a transformé un petit peu cette solution, puisque le passage de l'infirmière à domicile, de maison en maison, quand la circulation virale était très importante, nous semblait plus être une bonne idée. Et donc on a modifié un petit peu cette solution pour ne plus faire intervenir cette infirmière de proximité et transformer en fait le recueil des effets indésirables et la gestion des patients à domicile par des questionnaires auto-rapportés par les patients, des PRO. Et donc on a fait évoluer cette solution, ce qui a permis de continuer à prendre en charge les patients à domicile pendant cette période Covid, sans les faire venir à l'hôpital et sans les abandonner complètement à domicile. Et on voit, quand on regarde un petit peu les chiffres, notamment pour l'oncologie thoracique, eh bien, que la période charnière, l'apparition des pics en vert, correspond à la première vague Covid. Et on a continué à inclure énormément les patients grâce à des soutiens financiers, grâce à Mon Patient en réseau, etc., qui ont permis d'équiper les patients à domicile avec des saturomètres et des tensiomètres, et de continuer à les surveiller de façon très efficace. Et tout ça a permis, puisque finalement c'est le but, c'est d'avoir une observance thérapeutique optimale pour ne pas sous-traiter nos patients et pouvoir gérer les toxicités au mieux. Eh bien, on voit que sur ces questionnaires d'observance, eh bien, il y a un peu moins de 3% des patients seulement qui ont eu une mauvaise observance de leur thérapeutique pendant le suivi dans cette solution connectée. Bien sûr, l'avenir, c'est le développement de l'immunothérapie en oncologie thoracique avec différentes molécules qui sont commercialisées maintenant pour inhiber les checkpoints immunitaires qui empêchent le système immunitaire d'attaquer la cellule tumorale. Et ces nouvelles molécules ont des profils de toxicité également un petit peu nouveaux par rapport aux molécules qu'on avait l'habitude d'utiliser en chimiothérapie, voire en thérapie ciblée, puisque le système immunitaire peut aller toucher tous les organes. Et donc c'est l'objet du développement actuel, puisqu'on a transformé un petit peu ça. Oui, donc le suivi des patients qui se faisait à domicile dans le cadre de Aquadome et Picto qui va bientôt démarrer sera aussi accompagné aux US d'un suivi du parcours du patient traité par immunothérapie, sachant que les immunothérapies sont administrées en hôpital de jour, donc là les ronds sont représentés par les ronds bleus et verts, et un suivi au départ par une infirmière à domicile, puis par l'infirmière de coordination de l'hôpital de jour qui va assurer ce suivi. Donc ça, c'est le parcours appuyé pour les patients les plus vulnérables. Et les patients qui sont moins vulnérables auront un suivi via l'application Continuum par l'infirmière de coordination des hôpitaux universitaires de Strasbourg, avec en prévisionnel dans l'expérimentation 300 patients à inclure sur 2 ans. Donc quel est l'intérêt de ce suivi ? Donc c'est que, en fonction de la vulnérabilité du patient, on va pouvoir adapter le parcours à travers un outil sécurisé, et ce qui permet d'améliorer pour le patient la détection précoce de ces effets indésirables dont Bertrand Ménessier vient vous parler, pour prévenir leur aggravation, diminuer les hospitalisations en urgence, améliorer la qualité de vie et pouvoir autonomiser les patients progressivement. Et pour le système de soins, ça permettra aussi d'améliorer la compétence des professionnels, puisque cet outil permet de mieux communiquer, aussi de mieux informer les professionnels, de transmettre les effets indésirables au centre de pharmacovigilance, de réduire les consultations pour des effets indésirables de faible grade et améliorer la coordination et l'information entre les professionnels de santé. Merci beaucoup à tous les deux pour ce beau duo pharmacien-médecin, qui n'est pas forcément
très courant. Merci en tout cas. Alors j'aimerais que nous parlions maintenant pharmacovigilance, un sujet que nous avons déjà un peu abordé tout à l'heure avec Guillaume Gault à travers son application Continuum Plus. Quel est justement l'intérêt d'un suivi en temps réel? Eh bien la réponse avec Martine Altébaché. Bonsoir Martine Altébaché. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du Centre régional de pharmacovigilance de Strasbourg et effectivement tout l'intérêt de ces applications comme Continuum Plus, c'est de faire remonter des informations utiles sans que cela soit chronophage pour les professionnels de santé. Tout à fait, et nous avons été impliqués d'emblée au départ dans les projets pilotes et avons pu échanger et travailler avec l'équipe Continuum Plus pour justement améliorer et apporter des améliorations à la plateforme, ce qui a été fait. Donc je vous propose j'ai une petite présentation. Oui, donc ce sont les 3 CRPV du Grand Est, donc Nancy, Reims et Strasbourg, qui participent à cet article donc 51, suivi en temps réel en pharmacovigilance, ce qu'on n'a pas toujours en pharmacovigilance parce qu'on a parfois effectivement ou de l'immédiat ou parfois du rétrospectif. C'est ça? Oui. Alors voici l'organisation, pardon, je suis allée trop vite. L'organisation générale de la pharmacovigilance au niveau national et international avec un système de notification, de questions, de déclaration de la part des professionnels de santé et des associations de patients, avec une base de pharmacovigilance française et les données analysées, validées sont par la suite transvasées et véhiculées dans la base de Dravigilance et dans la base OMS. Donc ça, c'est le circuit tout à fait habituel de toute notification gérée. Qu'apporte la plateforme Continuum, donc Aquadome Plus. Les observations sont transmises donc par la plateforme directement. Alors la grande importance, c'est que nous avons bien sûr des effets indésirables, mais nous avons également des événements indésirables qui ne relèvent pas forcément d'un enregistrement ou d'une gestion d'effets indésirables, qui peuvent être liés à la maladie, à un événement intercurrent. Et le travail du réseau des CRPV, des 25 CRPV qui avaient participé à des projets pilotes, a été d'améliorer la qualité des notifications en échange avec l'équipe, mais également avec les infirmières, permettant de passer d'événements à des effets indésirables en lien avec le médicament. Et des améliorations techniques ont été apportées à la plateforme, bien évidemment. Sur cette diapo, vous voyez que un cas de pharmacovigilance, c'est pas juste un effet, c'est pas juste 2 effets. Il y a tout un travail de documentation à effectuer. Il y a des diagnostics différentiels à effectuer. Il y a des recherches chronologiques, retourner vers le patient, retourner vers le notificateur, l'infirmière, le pharmacien, pour enfin pouvoir conclure et non à tort à un effet indésirable. Et une déclaration non documentée n'est pas exploitable et il faut vraiment faire tout ce travail de validation et d'expertise. Dans le projet Aquadome, effectivement, nous avons sur la plateforme Continuum, nous avons trois gros systèmes, on va dire, 3 grosses situations. Nous avons effectivement sur la plaquette orange ce qui est indéniablement un effet indésirable. Ensuite, nous avons des situations où le patient ne sait pas, où le notificateur de santé ne sait pas, et à ce moment-là, effectivement, on effectue une analyse poussée et on le saisit, on l'analyse, on la complète dans la base nationale de pharmacovigilance. Et enfin, vous avez un certain nombre d'événements qui restent des événements et qui permettent justement de ne pas non plus conclure à tort à un effet indésirable qui aboutirait à un arrêt prématuré à tort d'un traitement. Et tous ces effets, tous ces symptômes, tous ces syndromes sont évidemment analysés donc selon une classification qui est tout à fait usuelle en recherche clinique en cancérologie, donc avec des grades, et donc c'est quelque chose qu'on a pu améliorer nettement avec l'équipe de Guillaume donc sur ces 2 dernières années. Alors, bien évidemment, qu'apporte cette plateforme, c'est un suivi complémentaire d'informations en temps réel, ce qu'on n'a pas toujours en pharmacovigilance usuelle, un suivi régulier. On a pu augmenter ainsi le taux de notification réel des effets indésirables, permet un échange vraiment en temps réel entre la pharmacovigilance et les différents acteurs, médecins, pharmaciens, patients. Nous effectuons un retour par courrier et ou téléphonique au notificateur, et bien évidemment tout ce travail va faire l'objet de rapports de pharmacovigilance pour pouvoir comparer aux données existantes, publiées ou non d'ailleurs, concernant les différentes molécules qui sont à l'étude. Merci beaucoup en tout cas pour cet exposé très clair sur l'apport de Continuum Plus
et de ce dispositif en termes de pharmacovigilance. Alors, ils ont l'impression d'avoir été un peu oubliés dans ce projet Aquadome Picto, et pourtant, ils ont eux aussi un rôle très important à jouer. Je veux parler bien sûr des médecins généralistes, et je vous propose d'écouter tout de suite le témoignage du docteur Adeline Ponce, médecin généraliste à Stutzheim. Pardon, alors c'est pas simple à prononcer, donc je vais me concentrer. À Stutzhelm-Offenheim, qui a déjà fait bénéficier de ce dispositif à plusieurs de ses patients. Regardez. Continuum, c'est une plateforme très utile pour les médecins généralistes. Elle permet d'être informés du déroulement de la prise en charge du traitement anticancéreux de ces patients. D'une part, elle permet d'être informé sur les thérapeutiques, sur le traitement anticancéreux lui-même, qui sont des thérapeutiques qui évoluent beaucoup. Il y a beaucoup de nouvelles molécules et c'est vrai que les médecins généralistes n'ont pas des connaissances à jour dans ce domaine-là. Elle permet également de connaître l'état clinique du patient, d'avoir des constantes, ce qui est très utile lorsqu'on est amené à voir les patients en consultation lors de la prise en charge par traitement anticancéreux. Elle permet aussi de pouvoir demander des avis à l'oncologue via un mail, ce qui nous permet d'avoir des retours très rapides. Et je pense que pour les patients, il y a vraiment un bénéfice concernant l'observance des traitements. Et pour les patients, le passage de l'infirmière leur permet vraiment d'être entourés lors de la prise en charge. Donc Continuum fait vraiment le lien entre la ville et l'hôpital pour permettre une bonne coordination des deux autour du patient, ce qui permet d'améliorer sa prise en charge dans le cadre de son traitement anticancéreux. Merci beaucoup à vous, Dr Poncin, pour votre témoignage. Et enfin, pour terminer cette émission, nous souhaitions mettre à l'honneur l'un des premiers établissements hospitaliers à avoir cru dans le projet Aquadome Picto et avoir déjà inclus plus d'une dizaine de patients. Je veux parler du CHINA, dont le directeur, Monsieur Talek, nous fait le plaisir d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir, Monsieur Talek. Bonsoir, merci de l'invitation. Mais merci d'être avec nous. Alors, dans la mise en place d'un tel dispositif, quels sont pour vous les facteurs de réussite les plus importants? Est-ce que c'est la taille de l'établissement, l'importance des ressources, l'enthousiasme des équipes soutenues par une direction impliquée, ou encore la proximité avec les acteurs de ville, ou tous ces facteurs en même temps, j'imagine? Alors, tous ces facteurs, mais il y en a un qui se détache en particulier chez nous, c'est l'engagement des équipes. Ça, c'est clair et net. Le projet, l'engagement de l'établissement vient des équipes. C'est l'équipe qui ont porté le projet, qui l'ont présenté à la direction, qui l'ont très bien présenté, qui l'ont mis en place, et finalement, il y avait pratiquement qu'à signer en bas de la feuille. Donc c'est vraiment les équipes qui ont porté ce projet, il faut le dire, et ce plateau me permet aussi de les remercier de cet engagement. Donc ça, c'est le facteur numéro 1. Ensuite, il y en a un deuxième qui tient plus à notre contexte local. Notre établissement donc, est situé dans les Ardennes, comme son nom l'indique, et on est le seul établissement des Ardennes porteur d'autorisation de cancérologie. Donc on a une responsabilité populationnelle, et je pense que ça motive aussi l'ensemble des équipes. On a un devoir d'être efficace, une responsabilité. Absolument, d'être innovant, de ne pas rester sur le statu quo, et ça mobilise, c'est très important. Ensuite, et ça a été bien dit par Madame Cadar dans la vidéo tout à l'heure, on avait des liens déjà plutôt forts avec les professionnels de ville, les IDEL et les pharmaciens d'officine. Et ce projet a permis encore d'accélérer le modèle fédératif. Et on voit bien aussi, ça a été dit tout à l'heure, qu'il y a aussi l'envie de sortir aussi du Covid, de sortir de cette crise et de se projeter, d'avoir un projet. Donc, puis il y a un dernier élément qui tient aussi au contexte de notre établissement, c'est que nous sommes porteurs d'un projet de construction d'un bâtiment d'un institut de cancérologie ardennais qui a été retenu par le ministère de la Santé au titre du Ségur de l'investissement. Félicitations. Et cet article 51 tombe au très bon moment parce qu'on veut centraliser notre offre, la rendre plus visible et surtout la coordonner avec tous les acteurs de santé qui ont été cités, les associations. Et dans le pilotage de ce projet, on souhaite associer tous les acteurs extérieurs, leur donner une place quasiment aussi importante que celle qu'on souhaite donner aux hospitaliers. Donc c'est l'ensemble de ces facteurs qui font qu'on a pu bien démarrer et qu'on espère accélérer. D'accord. Alors, un tel dispositif nécessite quand même une organisation différente pour vous et vos équipes. Alors, avez-vous été accompagné dans cette mise en place
organisationnelle, parce que, qui est très belle sur le papier, encore faut-il réussir à la mettre en place. Et beaucoup de ces expérimentations butent justement sur la gestion de tous les changements que cela implique. Alors, je répondrais oui et non, parce qu'en fait, on n'est pas parti de rien. C'est un peu normand, ça, c'est pas vraiment la région breton, du Grand Est. D'accord. Mais on n'est pas loin alors, d'accord. Néanmoins, je dirais oui et non, parce que en fait, on n'est pas parti de rien. Il y avait déjà une organisation, évidemment perfectible, mais une bonne organisation pour le suivi des chimiothérapies orales. Donc il y avait déjà cette organisation, d'autres établissements bien sûr l'avaient mise en place, mais on n'est pas parti de zéro. Et finalement, l'article 51 est arrivé au très très bon moment, parce qu'on arrivait peut-être à un plafond d'organisation où voilà, nos limites internes étaient dépassées. Et donc avec l'appui du réseau Continuum Plus, voilà, ça nous permet de passer à un mode, pas industriel bien sûr, parce que c'est l'humain dans le numérique, mais en tout cas passer la vitesse supérieure et pouvoir inclure beaucoup plus de patients. Merci beaucoup, Monsieur Talek, en tout cas, pour toutes ces précisions. Alors, on va passer maintenant à notre session questions-réponses. Alors, une question, je la sentais venir, celle-là. Donc, pour Guillaume ou pour Julien Gravoulet, vous me direz, quel sera le mode de rémunération pour les infirmières libérales et pharmaciens intervenants ? Donc, ce sera un mixte, en fait, entre la rémunération conventionnelle, c'est-à-dire ce qu'on peut déjà percevoir par l'assurance maladie pour les entretiens en oncologie. Donc c'est 60 € pour la première année de parcours, et il y aura un financement complémentaire qui viendra se greffer en fonction, alors parce qu'il y a aussi la possibilité pour le pharmacien d'officine d'intervenir sur une consultation de primo-prescription, donc en fonction du nombre d'options qui auront été faites, ce sera un financement supplémentaire qui peut aller jusqu'à 120 € environ pour la prise en charge complète du patient. Guillaume Go. C'est une rémunération dérogatoire, puisqu'elle n'existe pas. Oui. Et donc, elle se situe autour de 250 € pour l'ensemble du parcours qui s'établit sur 3 mois ou 6 mois en fonction de la thérapie. Et qu'est-ce qui pourrait faire qu'on passe d'un cadre dérogatoire à un cadre pérenne ? Les preuves d'intérêt médico-économique qui vont être apportées. Donc, comme il a été mentionné, il y a une rémunération de l'ensemble des acteurs à la performance qui va donc être mesurée sur la satisfaction patient, sur l'observance et sur la faiblesse des événements de grade élevé. Voilà, on doit obtenir ces résultats. Donc, on va être évalué. Nous avons 2 évaluateurs et qui vont tirer les conclusions au terme de cette expérimentation pour dire, ben voilà, on va confier à l'assurance maladie le soin de couvrir ces forfaits dérogatoires pour ce qui concerne les infirmières. Pour ce qui est des pharmaciens, comme vous l'avez compris, il y a déjà l'avenant 21, mais peut-être qu'il devrait être complété d'éléments complémentaires. Oui, parce qu'effectivement, on rajoute dans ce cadre-là plus de temps, une formation, de la coordination qui est importante. Donc, effectivement, ce temps supplémentaire devra être validé par une amélioration de l'état du patient, et comme on verra que ça fonctionne bien, on ira vers un processus non plus dérogatoire, mais je l'espère conventionnel. On l'espère tous. Une autre question pour vous, Guillaume Go, vers qui orienter les patients pour que nos patients puissent bénéficier du dispositif ? Le mieux, c'est de se tourner vers son équipe soignante, donc hospitalière, mais également vis-à-vis des pharmaciens d'officine du Grand Est, bien sûr. Peut-être moins les infirmières qui sont moins peut-être au courant de l'expérimentation, quoique une émission comme ce soir va le permettre, et les médecins traitants également. Mais si je devais donner un conseil, plutôt vers l'équipe hospitalière. Très bien, merci à tous. C'est déjà la fin de cette émission, c'est passé très très vite. Donc merci à tous nos intervenants, merci à l'IRCAD de nous avoir accueillis, merci aussi à tous de nous avoir suivis, merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et une émission qui sera bien sûr accessible en replay. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée à tous. Merci encore.